Alors voilà notre livre blanc de tout gap aujourd'hui. Ah, est-ce que vous m'entendez? Donc voilà notre livre blanc de tout gap aujourd'hui et le titre c'est Femmes, sport et gouvernance. Alors c'est la fin de la journée, il faut garder le rythme comme vous avez vu. Et donc, je te donne. Ce que je voudrais dire c'est que on a dans ce livre blanc 2 points nouveaux qu'on a essayé de mettre en valeur. Le premier, c'est que le thème de femmes, sport et gouvernance est le plus souvent abordé sous l'angle de la place des femmes dans la gouvernance du sport. Mais nous avons voulu, nous aussi, regarder en quoi le sport peut aider les femmes à accéder à la gouvernance. Déjà, les micros, ils ne sont pas terribles pour les femmes trop grandes. Non, ça va aller. Le second, c'est que nous avons joué sur ce qui est la force de tout gap, c'est-à-dire les 80 réseaux professionnels, pour leur envoyer un questionnaire sur la place du sport fait pour les femmes dans leur entreprise. Et le retour des réseaux, c'est Catherine Legier qui vous en parlera tout à l'heure, tout de suite après mon intervention. Et à cela s'ajoute dans notre livre blanc 2 focus tout à fait particuliers faits par Nicolas Ellerman, l'un sur l'infrastructure, tout l'arsenal juridique au niveau international, ce qui est rarement fait, concernant la gouvernance du sport, et l'autre, c'est sur la corruption, genre et corruption, avec les femmes. Est-ce que c'est vraiment un sujet pertinent? Alors, sur le premier point, la place des femmes dans la gouvernance des institutions sportives, quelques chiffres, parce qu'il faut toujours avoir des chiffres, mais qui ne vont absolument pas vous étonner, puisqu'on entre immédiatement dans ce que j'appelle la tragédie des 20%, les 20% de place des femmes dans les postes à responsabilité, hors quota. En 2024, on ne compte que 19 femmes présidentes sur les 119 fédérations sportives nationales, soit un peu plus de 15%, seulement 14 femmes sur les 49 membres du board du Comité national olympique sportif français, soit 28,5%. Même constat de faiblesse pour la place des femmes journalistes sportives. En 2021, l'ARCOM compte 15% de femmes journalistes sportives dans les 61 médias francophones. Et le temps de parole des femmes journalistes sportives dans le domaine du sport représente 13%. Quant à la place des femmes arbitres, elles ne représentent que 20,3% des effectifs totaux des arbitres de haut niveau en France. Quand je vous disais 15 à 20%, nous sommes dans le sport à peu près à ce niveau-là. Alors les causes. Les causes sont nombreuses et résultent d'une très longue histoire d'occultation du corps des femmes et de la minimisation de leurs exploits. Rappelons que dans l'Antiquité, les Jeux olympiques n'étaient ouverts qu'aux hommes, avec le culte de la nudité d'ailleurs, ils ont été ouverts aux femmes en 1900 et que la profession d'arbitre n'est ouverte aux femmes que depuis 1960. Le rôle de la pratique sportive également, soumise à de nombreux freins spatio-temporels pour les femmes, trouver le temps d'aller faire du sport. Notre rapport n'a pas vocation à étudier la pratique sportive parce qu'il y a d'autres rapports en gestation, je pense au futur rapport du HCE, au rapport de l'Assemblée nationale, mais il est important de dire ici que les femmes sont souvent empêchées pour faire du sport avec cette dichotomie inscrite depuis l'enfance dans la fabrication différente des sexes. Aux filles, les sports individuels qui promeuvent la grâce et l'élégance, comme la danse. Aux garçons, les sports collectifs qui, comme on sait, apprennent le jeu du succès et de l'échec, qui est quand même le jeu que l'on va jouer toute notre vie. À cela s'ajoute, et je tiens à le dire aussi, un insuffisant relais médiatique des événements sportifs féminins. Entre 2018 et 2021, l'ARCOM souligne une augmentation de 50% du volume horaire consacré au sport féminin. C'est extraordinaire. Mais, rapporté à la diffusion du sport masculin et mixte, il reste de l'ordre de 5,5% à 17,5% sur les chaînes gratuites généralistes. Alors, des antidotes existent et non des moindres. Notre antidote préféré, c'est la loi.
Alors, les lois paritaires pour le sport sont fortes. Je cite les deux dernières, celle de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui inscrit le principe de proportionnalité selon le taux de licenciés des deux sexes. Et puis surtout, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, et là qui impose quand même quelque chose d'énorme, c'est-à-dire ils imposent une parité intégrale progressive dans les instances dirigeantes des fédérations sportives, mais aussi dans les bureaux du CNOSF et du Comité paralympique à partir du 1er janvier 2024. Je crois qu'on en est loin. Parité étendue aux ligues régionales à compter du 1er janvier 2028. Donc, tous les espoirs sont permis, du moins si la loi est appliquée, tant il faut rappeler l'importance de la présence des femmes pour la qualité de la décision publique, phrase qui fait partie de notre langage habituel de TUGAP, et j'espère que Nathalie est contente que je l'ai utilisée. Alors, deuxième point, c'est l'importance du sport pour les femmes, qui est cruciale, y compris pour leur permettre d'accéder au poste de gouvernance. Le sport est un outil d'empuissancement des femmes, comme on dit, en accord avec les valeurs fondamentales des Jeux olympiques et paralympiques, amitié, respect, excellence. Et le lien entre le sport et la gouvernance est double, au niveau individuel et collectif. Le livre blanc développe d'ailleurs 7 leviers. Je vais vous les dire parce que c'est comme des bonbons qu'on avale et vous allez toutes vous inscrire à un club de sport ce soir. Premièrement, l'empuissancement et la confiance en soi. Deuxièmement, le développement des compétences du leadership. Troisièmement, le réseautage et des opportunités professionnelles. Le changement des perceptions sociétales sur les femmes. La promotion de l'égalité des sexes. Des modèles donnés par des athlètes féminines de haut niveau. Enfin, l'amélioration de la santé et du bien-être. Alors, évidemment, TUGAP fait un certain nombre de propositions, de préconisations, qui s'organisent autour de 4 axes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ces 4 axes, c'est un peu toujours les mêmes. Vous voyez, on pourrait se faire consultant, inter-entreprise, inter-ministère. C'est un peu toujours les mêmes, parce qu'on sait maintenant ce qui marche. Et j'ai commencé par le plus dur. D'habitude, on dit, bon, il faut contraindre et convaincre. On en a marre d'essayer de convaincre. Maintenant, je crois qu'il faut contraindre. Alors, contraindre par une mise en œuvre réelle des quotas et sans doute leur élargissement aux organes déconcentrés et aux commissions régaliennes de toutes ces instances. Premier point, les quotas. On compte, on cote, on évalue. Deuxième chose, évidemment, c'est la mise en œuvre de l'égaconditionnalité, terme que nous aimons tellement et qu'on a lancé au HCE il y a maintenant de longues années. L'égaconditionnalité, c'est-à-dire de conditionner les subventions ou les agréments à la prise en compte de la parité au sein des organismes. Et là, je pense qu'en matière d'attribution des subventions, que ce soit au niveau des pouvoirs publics territoriaux ou au niveau des ministères, doivent prendre en compte l'égaconditionnalité, de même que pour l'attribution des agréments. Et enfin, troisième levier qu'on utilise très souvent, c'est la limitation du cumul des mandats. Aujourd'hui, les mandats sont limités à 3, mais ils ne sont pas encore opérationnels, donc au moins qu'ils le soient, et pourquoi pas envisager de limiter à 2. Deuxième axe, c'est former et sensibiliser, et notamment introduire peut-être des modules de sport dans les formations au leadership pour les femmes, et encourager les femmes, évidemment, à pratiquer du sport, un sport au moyen de campagnes régulières. Troisièmement, mettre en visibilité le sport pratiqué par les femmes. Et pour ça, je pense qu'il faut renforcer les engagements pris par les entreprises audiovisuelles et créer un système d'égaconditionnalité pour les aides à la presse, écrite, où il n'y a rien. Enfin, recenser, évaluer, capitaliser, parce qu'il nous manque, c'est les data. On est très, très pauvre en données importantes. Il faut arriver à les agréger et pour analyser des indicateurs de progrès. Pour l'instant, il faut vraiment travailler sur ce point. Et puis les intégrer dans le rapport annuel sur femmes et sport produit par le ministère des Sports. Voilà, on m'avait dit 5 minutes, j'ai sans doute dépassé, il fallait faire très vite. Et je veux surtout laisser la place à mes camarades qui nous ont aidés à faire ce rapport. Et je donne
donne la parole à Catherine Logier, qui est membre de TOUGAP et membre du COMEX Talentuel, et qui va nous parler des retours des réseaux féminins. Bonjour à toutes. Il faut que je parle fort, c'est ça? C'est mieux? Ok. Donc déjà, je voulais vous remercier toutes, tous, d'avoir répondu à notre enquête. Je sais que ça prend beaucoup de temps, c'est du temps toujours de bénévolat, on le sait. Donc merci d'avoir répondu et merci pour votre investissement. Restituer en 3 minutes la richesse de ce que vous avez envoyé, ce n'est absolument pas possible, donc j'ai dû faire des choix et je vais vous rapporter certains éléments. Déjà, en dehors de vos réponses, on sait que le sport d'entreprise, en termes de chiffres, si on se réfère aux années 2021-2022, le sport d'entreprise occupe 21% des personnels. Et sur ces 21% qui font du sport, qui font des activités sportives en entreprise, les femmes sont sous-représentées en ce sens qu'elles sont à 18%. 18% des femmes font du sport en entreprise, alors que 25% des hommes en font. Donc déjà, on sait qu'on est mal parti sur ces chiffres-là. Alors, quel est le bilan que l'on peut tirer de vos réponses? Déjà, un bilan contrasté d'une entreprise, d'une administration à l'autre. On ne peut pas dire qu'il y a une seule chose qui en sort. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que le sport n'est pas pris directement en charge par un employeur, par une entreprise, par une administration. Ce sont des comités d'entreprise, ou alors ce sont des fédérations ou des associations sportives qui les prennent en charge. Les employeurs se contentant, entre guillemets, de donner des dotations, des aides, de subventionner. Alors, quel constat peut-on retirer? Déjà, on observe qu'en entreprise, les sports mixtes, en général les activités sportives, sont mélangées. Excusez-moi, je recommence. Si on observe la mixité des sports, en général, on s'aperçoit que les activités restent genrées. Par exemple, c'est l'exemple qui m'a le plus amusé dans vos retours, c'est si on regarde qui participe au fitness, on a 90% de femmes. Si on regarde qui participe au crossfit, 90% d'hommes. C'est la même chose, les mêmes moniteurs, les mêmes matériels, mais le nom fait qu'il y a un stéréotype qui s'installe et on n'a pas la même population. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe dans l'entreprise? Pas d'action particulière pour les femmes, mais parfois des actions solidaires annuelles, comme l'Endorun, l'Odyssea, ou voilà. À l'occasion des JO, on met aussi en avant des sportifs de haut niveau, mais toujours dans une proportion moindre entre les femmes et les hommes. Ensuite, ce qui peut ressortir de vos retours, c'est que les employeurs s'accordent bien sur les bienfaits du sport en entreprise en général, mais que les responsables des associations, des CSE, ne font pas un sujet particulier du sport au féminin. Donc les préconisations, c'est que les encadrants du sport soient plus sensibilisés à la féminisation du sport en entreprise et qu'ils prennent ça comme un vrai sujet. Et qu'ils soient également sensibilisés aux violences sexistes et sexuelles comme les coachs sportifs l'ont été. Que le sport soit recommandé également par l'employeur dans le cadre de la qualité de vie au travail. Puisqu'on en parle beaucoup de la qualité de vie au travail, le sport en fait partie. Et donc on a besoin qu'il participe également à des actions de management. On peut imaginer, et ce sont vos propositions, qu'il y ait des formations pour les primo-arrivantes, pour des actions de cohésion d'équipe basées sur le sport et des modules sportifs proposés au personnel. Des modules qui permettraient de travailler la confiance en soi, le leadership au féminin, élargir son réseau professionnel et que l'accès à ces modules soit paritaire.
Donc, en conclusion, l'idée, ce serait que les employeurs, puisqu'ils octroient des subventions, des aides, aient un regard sur ce que font les associations sportives de ces fonds et qu'ils demandent, qu'ils exigent qu'ils aient au moins les mêmes préoccupations qu'eux-mêmes en tant qu'employeurs en termes de règles d'égalité dans l'entreprise elle-même. C'est Nicolas Ellerman qui va vous parler maintenant. Alors, bonjour. Merci surtout à la session du sport en premier lieu tout à l'heure, et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait le lien entre le livre blanc et votre session. Ça aurait été certainement très intéressant d'avoir votre point de vue sur certaines de ces recommandations. Alors, on m'a donné 3 minutes, je vais les dépasser, je vous préviens tout de suite. Pour traiter 2 sujets, c'est juste tout à fait impossible. Donc, d'abord, je voudrais quand même rappeler que le sport, c'est 2% du PIB mondial. Et dans ces 2%, il n'y a pas tous les volontaires qui interviennent dans le sport et qui certainement ont une incidence sur le sport. Tous les parents, tous les petits clubs. Donc, je ne suis même pas certaine que dans les 2%, il y ait tous les montants qui sont recensés dans ce que Catherine a juste représenté. Donc, en discutant avant que ce livre blanc ne sorte, on s'était dit, on va revoir un petit peu ce qui se passe au niveau international. Les nombreuses études recommandent les bienfaits du sport et des femmes dans le sport. Et quand j'ai commencé cette étude, ma foi, je me suis retrouvée devant une pléthore de rapports internationaux, tous divers, tous traitant de sujets, parce que le secteur du sport est immense. Il y a le foot dont on a parlé, mais il y a aussi le tennis, et puis il y a le golf, et puis il y a l'équitation, et il y a tout un tas d'activités. Et en plus de cela, il y a des clubs, il y a des fédérations, il y a des entreprises. On n'a pas parlé des Nike et des Adidas de ce monde. Donc voilà, il y a un tas d'acteurs. Et finalement, quand on essaye de donner une image complète, on se retrouve avec des difficultés. Il n'y a pas de données représentatives contemporaines. Il y a un manque d'informations sur les politiques adoptées, que ce soit les clubs, les fédérations. On doit les chercher une à une. Il n'y a pas non plus de suivi des actions mise en œuvre par les gens qui ont peut-être adopté, ou les clubs qui ont peut-être adopté une politique. Et puis, dans ces politiques, la plupart du temps, il n'y a pas de fixation d'objectifs précis. Et quand je dis d'objectifs précis, c'est il n'y a pas de nombre à atteindre, il n'y a pas de pourcentage à atteindre, il n'y a pas d'éléments de temporalité, chose que Brigitte a mentionné. Alors, tout le monde s'accorde de dire qu'il y a de grandes inégalités. L'avantage du rapport de De Gap, quand il se focus sur la France, on trouve les datas, mais quand on se trouve face à l'international, en fait, on ne trouve pas les datas. Et dans une publication de 2022, donc c'était il n'y a pas très longtemps, de la Commission européenne, ils prennent appui sur des chiffres de l'Institut européen de l'égalité du genre de 2015. Alors ça fait quand même un peu loin, ça fait presque une décennie. Mais en tout cas, en 2015, la moyenne des femmes au poste de décision de haut niveau, dans les fédérations sportives, dans les États membres de l'UE, était de 14%. Et ça, c'est une moyenne. Et donc, on constate avec un certain étonnement que la fourchette passe de 3% en Pologne à 43% en Suède, ce qui encourage la France à faire mieux, je pense. Alors, la France, je pense, a pris beaucoup de très bonnes décisions, comme l'a évoqué Brigitte, mais en examinant le cadre institutionnel international pour le leadership des femmes dans le sport, que ce soit les différentes branches des Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou les différents organes qui constituent l'Union européenne, ainsi que les ONG d'ailleurs, on constate que c'est rarement assorti d'éléments chiffrés, d'indications chiffrées ou d'objectifs temporels, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que, en fait, il n'y a aucun organe international qui n'est doté d'un mandat de revue. Or, moi, j'ai travaillé 30 ans à l'OCDE, et mon expérience est que s'il n'y a pas une revue régulière
qui est publié, rendu public pour que des ONG notamment, mais aussi que les États puissent être saisis par des ONG, puissent demander des comptes, eh bien à ce moment-là, on reste un peu dans le noir. Et comme on a entendu, je ne sais pas très bien comment la Fédération olympique peut atteindre les 50% qu'elle s'est fixée pour 2024, dont elle est en fait, comme le témoigne le livre, assez lointaine. Alors après, à la demande de Nathalie, Brigitte, avec lesquelles on avait des discussions, on s'est aussi posé la question, est-ce qu'il y a une relation avec la corruption ? Lien, femmes, corruption et différentes activités. J'ai fait des études, il y a d'autres personnes qui ont fait des études. C'est un sujet très difficile à aborder, mais néanmoins, ça vaut la peine de se poser la question. La corruption dans le sport, il y en a. Des grands scandales sont notamment apparus en 2015 avec la FIFA, avec des condamnations de par le monde, en particulier par le FBI. Et donc, c'est indéniablement un problème. Après, le cadrage analytique et réglementaire concernant la corruption dans le sport est relativement faible et relativement insuffisant. Alors, dans ce rapport, on pose la question, est-ce que la corruption a un impact sur la façon dont les femmes sont incluses dans le sport ? Et à l'inverse, est-ce que le fait que les femmes pratiquent plus de sport et que par conséquent, il y a aussi plus de matchs et plus d'argent investi dans comme on a entendu RIMA tout à l'heure, est-ce que ça engendre de la corruption ? Alors, je ne peux pas apporter une réponse claire, mais en tout cas, la question est posée. Est-ce que les femmes sont impactées même dans l'accès à la gouvernance par du sexe en alternative au pot de vin, par des pratiques discriminatoires parce qu'on met en œuvre de la corruption entre soi, parce qu'on reste dans l'entre-soi ? Est-ce qu'il y a des sélections d'équipes qui sont favorisées plus que d'autres parce qu'il y a quand même quelques pots de vin et des services peut-être d'une autre nature dont on a entendu tout à l'heure parler qui sont octroyés ? Est-ce qu'il y a des octrois de financement plutôt aux uns qu'aux autres pour des raisons de corruption ? Alors, il y a une chose qui me semble qu'on peut déjà probablement annoncer, c'est qu'il y a probablement, avec plus de diversité de profils sur les postes de direction, une amélioration de la gouvernance, c'est quelque chose qu'on admet, et qui peut réduire la corruption. Et par conséquent, on constate l'absence des femmes dans les postes de gouvernance à l'international et au national, et donc il est probable qu'en augmentant le nombre de femmes dans ces postes, on pourrait aussi lutter contre la corruption. Alors attention, je tiens quand même à préciser que je ne dis pas que les femmes sont des garants de la propreté, et je ne pense pas non plus que c'est notre rôle de nettoyer là où c'est sale. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense que, en tout cas, c'est un aspect vers lequel tourner son regard pour évaluer s'il y a peut-être un lien avec les systèmes de pouvoir et les inégalités que nous pouvons observer. Et donc, maintenant, je cède la parole à Nathalie, non pas en présidente de DEGAP, mais administration moderne. Exactement. Alors, comme vous le savez, notre livre blanc a une thématique annuelle. Donc, la thématique annuelle vient de vous être présentée par Brigitte, Catherine et Nicolas. Et notre livre blanc a 3 parties, comme le précédent et le premier, donc il y a 2 ans, parce que c'est le 3e, mais en 2 ans. Et la partie centrale, c'est la restitution des travaux des réseaux dans le cadre de ce qu'on a mis en place, c'est l'Observatoire de la mise en œuvre des dispositifs de parité, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et la dernière partie constitue et rassemble l'ensemble des propositions que nous faisons, d'une part sur les propositions de la première partie, mais également propositions
disposition des réseaux du secteur privé et du secteur public. Alors moi, je me concentrerai juste quelques minutes très rapidement sur ce qui nous revient de notre observatoire de la parité dans la fonction publique. C'est la deuxième année que nous le mettons en place, cet observatoire. Donc l'année dernière, on l'a mis en place. C'est une photographie. Et là, cette année, on a une photographie et une comparaison. C'est ça qui est très intéressant. Et je ne serai pas très longue parce que ce livre blanc, il est téléchargeable sur notre site, là, dans les minutes qui viennent. Donc, vous pourrez regarder tout le détail. Mais un ou deux points particuliers pour vous dire qu'en ce qui concerne le secteur public, ce qu'on peut observer d'une année sur l'autre, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, parce que nous faisons des photographies au 1er janvier de l'année, donc la photographie actuelle est absolument récente, c'est qu'il reste un très fort déséquilibre entre les femmes et les hommes au poste de décision dans le secteur public et qu'il y a même une régression au plus haut niveau des postes de décision et une régression en particulier dans les cabinets ministériels. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'autant plus enthousiastes d'avoir obtenu avec les parlementaires et notamment Marie-Pierre Rixain et d'autres autour l'obligation, qui ne s'applique pas cette année mais dans 2 ans, de la parité dans les cabinets ministériels. Alors, rapidement, aujourd'hui, quelle est la photographie? Ce que nous avons fait, et je vous invite à vraiment le regarder parce que c'est très visuel, nous sommes inspirés de la méthode mise en œuvre par Femmes de l'Intérieur il y a déjà 4 ans, qui avait décidé de faire des organigrammes genrés extrêmement visuels en prenant toutes les directions de chaque ministère à partir du poste de direction, je dirais les premiers postes de dirigeants, de chefs de bureau et jusqu'à directeurs généraux et secrétaires généraux et générales quand il y en a, et donc d'avoir des visuels en bleu et rouge, et on voit très bien qu'il y a une masse rouge de femmes dans les échelons les plus... le bas de la nasse, ce qu'on appelle le bas de la nasse, les postes les moins gradés en fait de la hiérarchie, et que plus on monte, eh bien plus ça devient bleu. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que le vivier existe. Donc on ne peut pas nous dire que le vivier n'existe pas. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui est tout à fait inquiétant, en revanche, c'est que ça ait pu régresser. Et donc, vous le verrez, et je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le cas particulier de certains ministères, et notamment le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est passé de 7 femmes et 9 hommes dans les postes de direction les plus élevés à, en 2024, 2 femmes pour 15 hommes. Donc, on se demande... Comment cette évolution est possible. Et en ce qui concerne les cabinets ministériels, peut-être avez-vous en tête qu'à 2 ou 3 jours après l'adoption de la loi, le cabinet de la Première ministre avait sorti une circulaire célèbre chez nous qui disait qu'ils allaient anticiper la mise en œuvre donc, de la parité dans les cabinets, et avait demandé à ce que tout renouvellement de cabinet soit paritaire. Donc effectivement, on avait vu ça à l'automne. Et là, nous avons donc changé de gouvernement et nous sommes passés de 43% de femmes au cabinet du Premier ministre à 40%. Bon. Mais là, les postes les plus importants dans un cabinet, quelques-unes d'entre nous ont eu ces fonctions de directeur ou directrice de cabinet, parce que l'arbitrage, in fine, c'est la décision, c'est l'arbitrage. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 92% d'hommes contre 8% de femmes directrices de cabinet. Donc, je pense qu'il y a une marge de progression que nous allons regarder avec beaucoup de précision. Ce que je peux dire en conclusion sur ce point, c'est que le plafond de verre aujourd'hui dans la décision publique est encore très épais et qu'il y a des phénomènes systémiques qu'il convient de neutraliser, et donc on attend beaucoup de cette loi qui a été adoptée en juillet dernier. Un mot rapidement sur la mise en œuvre de l'index de l'égalité grâce à la loi en question. Et cette mise en œuvre, elle est effective
dès le 31 décembre 2023. Donc on a pour la première fois demandé à l'ensemble des ministères de sortir leurs chiffres sur l'index égalité de la fonction publique. Et là, c'est très intéressant parce que, en fait, les résultats globaux sont très bons puisqu'on est au-delà de 75%, qui est le score minimal, etc. Mais je vous le donne en mille, les deux indicateurs sur lesquels les ministères sont très mauvais sont les deux indicateurs suivants. Le nombre d'agents publics de sexe sous-représentés parmi les 10 qui ont perçu les plus hautes rémunérations. Et le deuxième indicateur, le taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% qui occupent les emplois les plus élevés. Voilà. Donc on en est là avec les indicateurs de 1, donc la note est de 1 à 10, et nous avons des ministères, comme le ministère de la Transition écologique, qui est à 0 ou 1 sur 10, et d'autres qui sont à 1 ou 2 sur 10, voire 4 ou 2 sur 10. Bon, il y en a certains qui sont très bons, et je félicite le ministère de la Culture, mais on a encore une marge de progression, et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir mis en place cet index, parce qu'on arrive à aller dans le détail de qu'est-ce qu'on chiffre, ce que dit Brigitte depuis de nombreuses années, quand on ne compte pas, on ne voit pas. Donc là, nous comptons, et c'est la première année, donc on a cet index, et on sera tout à fait ravis de faire un commentaire sur l'évolution l'année prochaine. Voilà. Bénédicte Bedaine qui va donc nous présenter les propositions pour le secteur privé. Merci Nathalie. Alors donc je vais maintenant vous présenter les propositions du livre blanc pour le partage de la gouvernance sur l'égalité professionnelle et sur les dispositifs à mettre en œuvre. Alors cette liste, je vais la reprendre de manière non exhaustive. Elle est très exhaustive dans le livre blanc avec des mesures et des sous-mesures. Donc tout d'abord, il est proposé de renforcer les dispositifs de quotas pour aller dans le sens de ce que disait Nathalie, sur tous les emplois de direction et de cadres dirigeants, mesures élaborées dans le livre blanc pour le secteur public et le secteur privé. Aussi, il conviendrait d'améliorer et d'étendre l'application de l'index égalité dans les secteurs publics et privés, de permettre un meilleur partage de la gouvernance et plus d'égalité professionnelle nécessiterait aussi d'investir davantage sur le leadership des femmes, de lancer la mobilisation entrepreneuriale en faveur des femmes, de renforcer l'égalité au travail, de favoriser la visibilité des femmes par la présence des femmes expertes dans les médias, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les débats et les conseils et commissions des secteurs publics et privés, de soutenir également, ce qui est très important, les réseaux professionnels féminins dans leurs actions au service de l'intérêt général. Et comme le disait Madame la ministre Isabelle Rome ce matin, de renforcer encore la lutte contre le sexisme. Pour finir, et en résonance à ce que vous disiez tout à l'heure, Elisabeth Moreno, sur les sujets d'éga-conditionnalité chers à Brigitte, introduire l'éga-conditionnalité dans la commande publique et les politiques de relance et adopter la budgétisation sensible au genre ou le budget intégrant l'égalité. Voilà, à retrouver en partie 3 du livre blanc. Merci. Alors, je voudrais aussi qu'on applaudisse nos stagiaires sans lesquels ces livres blancs n'existeraient pas. Et les correctrices, bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de correctrices. Voilà, alors je vous propose maintenant que nous passions à la dernière séquence et avant d'inviter Marie-Pierre Rixain à clôturer nos assises, je vous propose que nous visionnions. Alors on ne les démarre pas tout de suite les vidéos, et surtout pas en même temps. Et donc nous allons commencer par la vidéo de lancement de notre initiative sportive autour du monde, donc qui a été filmée la semaine dernière à cette fameuse place du Trocadéro, donc place des droits humains, on va dire, hein, et pas des droits de l'homme et des libertés. Et donc peut-être en mettant le curseur plus à gauche, on va pouvoir avoir l'ensemble de la séquence. Voilà.
excellence, respect, amitié. Nous sommes toutes des femmes olympiques. À vous la balle, à vous de jouer. Alors, on entend mieux sur un ordinateur, mais je suis en train de penser que peut-être ce serait bien qu'on mette un petit sous-titrage. Et Marie-Pierre Rixain nous fait l'honneur d'être la marraine de notre initiative, et donc nous allons l'entendre. Je suis Marie-Pierre Rixain, députée de l'Essonne, députée française, et ici même, en 2021, à l'Assemblée nationale, j'ai proposé à mes collègues une proposition de loi visant à instaurer notamment des quotas de femmes dans les COMEX et les CODIR des grandes entreprises. Les femmes, dans le sport comme dans les entreprises, savent performer. Elles savent remporter des victoires, elles savent déployer leur talent, déployer leur performance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être la marraine de Tougap Femmes et Sport. Et je souhaite à toutes de s'épanouir autant dans leur vie professionnelle que dans leur vie sportive. Alors, donc, je vous invite toutes à faire des vidéos et vous verrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modus operandi sur le site. Marie-Pierre, je vous invite à recevoir officiellement notre livre blanc. Non, mais parce on va vous en donner un beau, un neuf. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Voilà, et donc c'est une œuvre collective, je pense d'une très grande qualité parce que c'est pas moi qui ai rédigé, donc je peux le dire. Voilà, et téléchargeable. Et vous verrez que sur une mosaïque romaine du IIIe siècle, des femmes faisaient du sport, évidemment, en bikini, absolument. Voilà. C'est ravissant, n'est-ce pas ?